Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de la haute couture. Sache que je fais une vidéo histoire de la haute couture tous les mercredis. On parle de comment est née la haute couture. Tu peux retrouver la playlist juste là. Et on arrive jusqu'au créateur de nos jours. Donc là, on est à, roulement de tambour, on est à Christian Dior. Le vendredi, pardon, je mets une vidéo sur les valeurs de ma marque, Clotilde Rablingien, qui est une marque d'illustration de mode, comme tu peux voir d'ailleurs juste là. Hop, un tableau qui est accroché, donc c'est des art prints que je vends sans les cadres. Et le samedi, une fois de temps en temps, je poste une vidéo d'une nouvelle illustration que je crée pour ma marque, tout simplement. Et bien voilà, c'est parti. Donc on va parler de Christian Dior et ça me fait super plaisir. Installe-toi bien. Alors Christian Dior, il est né à Granville, en Normandie. Donc il est né de parents qui sont industriels, c'est-à-dire qui fabriquent des engrais et de la javel. Voilà. Il va aller à Sciences Po Paris sous les souhaits de son père, parce que lui, il aurait souhaité aller aux Beaux-Arts. Mais son père n'a pas voulu, tout simplement. Il ressort de Sciences Po Paris, donc non diplômé, et il va ensuite eh bien, se lier d'amitié d'ailleurs avec des artistes connus, et il va finir par créer 2 galeries d'art financées par son père, et l'une des galeries d'art va permettre d'exposer la plupart des peintures connues aujourd'hui de la part donc de grands peintres tels que Picasso, Magritte, Dali, etc. Et il va donc voilà, exposer ses tableaux et avoir ses œuvres au sein de sa galerie, mais ça ne va pas rapporter assez. Et avec la crise de 1929, son père va être ruiné et il ne pourra donc pas suivre ces 2 galeries. Il va donc devoir vendre ses tableaux à un prix dérisoire, alors que peu de temps après, quelques années après ça, ils vont valoir une fortune. Il devient ensuite illustrateur de mode grâce à un ami qui le pousse vers cet horizon-là en voyant ses croquis. C'est en 1935 et il va donc vendre ses croquis à des différentes entreprises et notamment Schiaparelli, Balenciaga, mais aussi Nina Ricci. En 1938, il va ensuite être embauché en tant que dessinateur modéliste par Robert Piguet, qui est à l'époque un très grand couturier. Il faut savoir que cette marque existe toujours, mais uniquement pour les parfums. Il va donc signer 3 collections avec lui et il va avoir du succès par rapport à un tailleur pied de poule qu'il aura créé. Quand il commence à avoir du succès, donc, eh bien c'est le moment de la Seconde Guerre mondiale et donc il est réquisitionné. Il retourne à Paris en 1942 et c'est là où il crée sa maison. Et il va alors être assistant styliste de Pierre Balmain chez Lucien Lelon. J'en profite d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo sur Pierre Balmain, eh bien je l'ai réalisée et elle est juste là, c'est celle de la semaine dernière. Il va donc créer sa maison en octobre 1946 grâce à Marcel Boussac qui va investir 6 millions de francs au sein de son entreprise. Ça va donc lui permettre de démarrer. 6 millions de francs, c'est égal à 517 000 et je ne sais plus combien de centaines d'euros que je vous mettrai juste là. Et c'est donc une somme importante. Il va rencontrer un succès dès sa première collection en 1947, en janvier, grâce aux lignes corolles. Les corolles, en fait, c'est la partie des pétales des fleurs, tout simplement. C'est ça qu'on appelle les corolles. Et donc, il va s'inspirer des fleurs pour créer ses robes et donc les jupes. Il va donc créer la ligne en 8 pour ce défilé. Et là, en fait, on a appelé cela ainsi, puisque les épaules sont étroites. La poitrine est remontée grâce à des soutiens-gorge qui le permettent et aussi la forme de la poitrine est pointue due à ces soutiens-gorge. Au niveau de la taille est aussi donc amincie grâce à des gaines qui vont venir aussi tenir les bas et arrondir les hanches. Il y a aussi donc la taille qui est amincie grâce à des bustiers et à des guêpières. Au niveau de la jupe, eh bien la jupe tombe à 40 cm du sol et les femmes portent des talons aiguilles.
Cette ligne en 8 est plus communément appelée New Look et il faut savoir que Pierre Cardin travaillait avec lui en tant que tailleur à cette époque. Au niveau donc de ces jupes New Look, eh bien il faut entre 10 et 25 mètres de tissu pour pouvoir les réaliser. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui était très mal vu à l'époque, notamment dans les journaux, puisque nous sommes donc dans la France d'après-guerre. Et pendant la guerre, c'était très difficile, et surtout donc sous l'occupation, c'était très difficile de trouver du tissu et il fallait 3 mètres de tissu pour réaliser une robe. Et là, il en faut entre 10 et 25 et donc c'est assez mal vu tout ce luxe. En 1947, il va ensuite créer son premier parfum, ça s'appelle Miss Dior. C'est en hommage à sa sœur Catherine déportée sous l'occupation, sachant que en fait elle n'est pas morte du fait qu'elle a été déportée, mais c'est pour lui rendre hommage. Et en 1949, les bas en nylon Dior vont être commercialisés et Dior a vraiment une vision d'entrepreneur là-dessus, puisque c'est quelque chose qu'il a pu déléguer tout simplement en termes de fabrication à d'autres entreprises. Christian Dior crée des nouvelles lignes à chaque saison, ce qui fait que ces collections sont vraiment très attendues. On repère notamment 3 périodes, on va dire, de style. Il y a donc de 1947 à 1950 où ça va être la période New Look. Ensuite de 1950 à 1953 où ça va être la période où en fait les hanches et le ventre sont moins marqués. Les courbes sont moins voluptueuses. Et ensuite, de 1954 à 1957, je crois, je renoterai si nécessaire, la ligne est en H. On retourne un peu au style des années 20 où en fait on ne marque pas la poitrine, on ne marque pas la taille. C'est donc quelque chose de plus fluide, on va dire. C'est quelque chose qui va pas venir montrer les attributs féminins, si on veut. Au niveau des clientes qui montrent le succès de Christian Dior, on retrouve Marlène Dietrich, une actrice qui va imposer les vêtements Christian Dior pour ses rôles. Elle dira notamment No Dior, No Dietrich. Il y aura aussi Marilyn Monroe qui portera les vêtements Christian Dior et beaucoup d'autres. Au niveau des événements marquants, en 1957, la maison Christian Dior représente la moitié de l'exportation de la couture française. Et en 1957 aussi, il va décéder d'une crise cardiaque à seulement 52 ans. Il va donc ensuite être remplacé par Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent a alors 20 ans, il est donc très jeune et il va reprendre la relève. Il faut savoir que sa première collection va être très bien reçue, ce qui est assez étonnant à l'époque puisque aucune maison n'a survécu au décès de son créateur. Sa ligne s'appelle la ligne Trapèze, je crois, et donc ça va être très bien reçu. Il va exercer pendant 2 ans. Suite à cela, il va être appelé à faire son service militaire et devra donc quitter la maison. Marc Bohan va donc reprendre la relève. Marc Bohan crée la première collection Slim Look. Il a une vision assez contemporaine à la Jackie Kennedy et ça va beaucoup plaire, puisqu'à cette époque, les femmes souhaitent être plus libres et ne plus porter de bustier ou de guêpière, ce qui va donc avec sa vision de la femme. Il va aussi créer donc la ligne Baby Dior en 1967, ce qui va permettre donc d'habiller les enfants. Il va aussi créer la toile oblique que l'on connaît bien et elle va apparaître pour la première fois en 1969 pour le défilé printemps-été sur un sac rectangulaire. Ensuite, il va y avoir la création de la ligne d'horlogerie pour Dior et Marc Bohan va partir de la maison en 1988 après à peu près donc 30 ans au sein de cette maison. John Galliano va donc prendre la suite et est très excentrique. Il faut savoir qu'il va prendre la suite de 1988 à 2011 et grâce à ses collections très excentriques et à sa façon de présenter les défilés, le chiffre d'affaires de Dior va être multiplié par 4. Au niveau de ces défilés, ceux qui ont le plus marqué, c'est celui de automne-hiver 2007-2008, sa collection intitulée Le Bal des artistes et sa collection SDF.
Au niveau de ses créations, il va créer le sac Saddle que l'on connaît bien. C'est un sac donc qui s'est inspiré d'une selle de cheval. Ça représente donc la selle et avec le logo Dior, ça fait penser à l'étrier tout simplement. Il va aussi remettre d'actualité la toile oblique puisque c'était un petit peu oublié et il va donc l'utiliser pour divers accessoires et le mettre aussi pour le monde du sportswear. Au niveau de la fin de Galliano à propos de Dior, eh bien c'est suite à ses déboires avec l'alcool qui ont été vus en public. Et donc voilà, suite à cela, Raf Simons va prendre la relève. Raf Simons reprend donc la suite de 2011 à 2015. Sa vision est plus classique, il va reprendre les lignes de Christian Dior, notamment donc la ligne Corolle, toutes les lignes qu'il a pu créer en rapport avec les fleurs. Il est très inspiré par ça, par aussi la vision artistique de Dior. Il va aussi apporter donc des pantalons cigarettes à diverses collections, justement, puisque pour apporter un peu de nouveauté. Il va être récompensé par le Council of Designers of America, si je me suis pas trompée, pour son travail chez Dior. Il va arrêter donc en 2015 pour des raisons personnelles. Et ensuite, on connaît donc Maria Grazia Chiuri qui va prendre la relève. Sa vision à elle est plus simple et contemporaine. Elle va aussi développer le côté logotype et elle va créer en 2017 le sac tote bag, je ne sais plus le nom exact. Bref, le tote bag Kaba qu'on connaît tous. Il faut savoir que ce sac va prendre 720 € en 2 ans, ce qui est assez important. En 2018, elle revisite le sac Saddle, puisque j'ai oublié de le dire, mais le sac Saddle, comme je l'ai dit, il a été créé en 2003, il a rencontré un fort succès, mais il a été arrêté de commercialiser en 2009. Elle va donc le revisiter, elle va y mettre diverses matières, c'est-à-dire qu'elle va prendre par exemple la toile oblique, elle va aussi utiliser divers cuirs de couleur, elle va aussi utiliser la toile de Jouy, bref, il va être décliné en multiples matières. Et donc ça va rencontrer beaucoup de succès. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo histoire de la haute couture sur Christian Dior. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux désormais liker la vidéo, mettre un commentaire si ça t'a plu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne puisque je publie, comme je te disais, une vidéo histoire de la haute couture chaque mercredi à 8 h. Et en ce qui concerne le reste des vidéos, le vendredi c'est une vidéo sur l'histoire de ma marque, les valeurs que je retransmets. Et le samedi, une fois de temps en temps, il y a une illustration de mode. Je vais reprendre là-dessus d'ici peu. Sache d'ailleurs que tu peux cliquer sur le lien de mon site qui se trouve dans la description. C'est donc une marque d'illustration de mode où tu peux voir donc les coques et les art prints, notamment celui que tu as vu derrière. Et peut-être que je mettrai un petit code promo dessous. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo paille.